Les témoignages que je vais vous raconter m'ont vraiment fait peur parce que je pense qu'on peut tous, à un moment donné, vivre une situation qu'on ne s'explique pas assez similaire. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse aux témoignages paranormaux en zone inhospitalière. Ça veut dire que ça va des simples récits de voyageurs jusqu'à ceux de témoins au sein de l'armée, par exemple, comme dans cette vidéo. Elle est justement consacrée à des témoignages différents de soldats américains qui ont servi en Afghanistan et qui ont tous, selon eux, vécu une expérience paranormale. Petit rappel d'usage, un témoignage n'est pas une preuve dans le cadre du paranormal, mais c'est quand même le récit d'une expérience personnelle et très puissante émotionnellement. Vous pouvez voir ça comme un récit horrifique, dans mon cas, je vous le raconte pour ça, mais aussi parce que vous avez peut-être éprouvé des sensations similaires au cours de votre vie, et cela pourrait vous rassurer de savoir que vous n'avez pas été la seule personne. Bien sûr, il pourrait être inventé, mais je pars du principe que le témoin dit vrai, et de toute façon, j'ai lu et entendu assez de récits similaires, donc je suis convaincu que cela fera forcément écho à des situations déjà vécues. Place au témoignage, et comme d'habitude, on en discute à la fin. Témoignage 1, les silhouettes fantômes. Plusieurs rapports mystérieux sont faits par un marine des États-Unis qui venait tout juste de rentrer chez lui après avoir servi en Afghanistan. Le témoin est évasif sur son rôle là-bas, déclarant seulement que son unité était relativement sûre. Cependant, le témoin assure avoir vécu des phénomènes inexplicables pendant son service. En voici l'un d'eux. Le témoin, appelons-le Mike, est assis avec des supérieurs et des collègues dans un bureau de fortune dans le désert qui comporte 3 pièces. 4 autres personnes sont présentes avec lui dans la pièce lorsque, alors que Mike se tient au niveau de la porte arrière, il remarque son lieutenant, vêtu de sa tenue Frog, celle des marines, qui passe par la porte pour entrer dans son bureau. Bon, rien d'inhabituel me direz-vous, jusqu'à ce que le téléphone de Mike sonne, 30 secondes plus tard. Au bout du fil, un sergent demande à parler au lieutenant. Mike se rend dans la pièce voisine. Bizarrement, elle est complètement vide. Il n'y a personne. Étant donné qu'il n'y a aucune autre issue que la porte par laquelle Mike est entré, il demande aux autres si quelqu'un a remarqué le départ du lieutenant, mais personne ne l'a vu. D'accord, même dans des lieux où il y a beaucoup de monde, les gens ne sont pas là pour surveiller les moindres faits et gestes de leurs voisins. Mais quand même, là, les conditions sont inhabituelles, et en plus, ils sont dans un espace clos. Mike se rend à la porte arrière du bureau, il jette un œil à l'extérieur, mais il n'y a personne, le lieutenant s'est tout simplement volatilisé. Il partage son expérience avec le sergent, et le sergent lui répond que... Bah non, il l'a vu aussi lui, il a bien vu quelqu'un entrer dans la pièce, sauf que personne n'en est sorti, et il n'y avait personne non plus dans la pièce. D'ailleurs, un autre incident se produit dans ce bureau, un autre soir, vers 22 h. Mike est seul après avoir travaillé tard, et au moment de sortir du bâtiment, la porte du bureau du lieutenant s'ouvre d'elle-même et reste ouverte. Mike s'y rend équipé d'une lampe de poche. Évidemment, il n'y a personne. Cependant, Mike a l'impression d'être observé. Avec son équipement infrarouge, il détecte une signature de chaleur qui s'éloigne dans le désert, dans le noir. Cependant, rien n'a signalé sur les différentes caméras, en tout cas à l'œil nu. Il n'a rien vu, et donc rien vu de terrifiant, mais c'est peut-être ça le plus effrayant. Ce sentiment que quelque chose de bizarre est en train de se passer, que les événements se déroulent normalement, à quelques détails près. L'incertitude. Est-ce que nos sens nous jouent des tours ? Ou bien est-ce que autre chose est en train de, petit à petit, s'immiscer dans la base ? Un autre témoin, Jimmy, affirme que son unité était en proie à un fantôme mystérieux qui apparaîtrait et disparaîtrait autour de leur camp en un clin d'œil. La première fois qu'il l'a vu, c'était un peu avant le crépuscule, à quelques centaines de mètres de leur position. L'un des hommes, décrit comme un random private, en gros un soldat de 2e classe, prévient les autres. Il y a quelqu'un dans le désert. Jimmy regarde, il ne voit personne. Mais après un court instant, il remarque une tache sombre qui épouse vaguement la silhouette de quelqu'un. Le sergent est appelé, il le voit à son tour. Il demande d'où sort cette silhouette. Le soldat lui répond qu'elle vient d'apparaître juste là, comme par magie. La silhouette reste debout, immobile, dos à eux, pendant des heures. C'est vraiment surréaliste. L'un des témoins déclare « Donc, nous regardons cette personne pendant environ 3 heures, qui se tient là, immobile, dos à nous. On vérifie avec nos optiques, et c'est bien un humain, un homme adulte de taille et corpulence moyenne. Alors on décide d'utiliser un monoculaire de vision thermique, mais il n'est pas détecté. Aucune signature de chaleur. Et le soldat a passé les 6 semaines suivantes à parler à tout le monde du fantôme que nous avions vu.
Environ 6 mois plus tard, le même témoin est en patrouille lorsque 2 membres de son unité rapportent avoir vu 2 personnes debout sur une berme à quelques centaines de mètres de là. Craignant un engin explosif improvisé, ils arrêtent le véhicule et observent les suspects. Ce sont 2 hommes debout, dos à eux. Ils sont immobiles et ne répondent pas aux injonctions, tout comme l'étrange silhouette précédemment vue 6 mois plus tôt. Le lieutenant fait remonter l'information et des hommes sortent pour enquêter. Le témoin déclare ensuite: on débarque, le lieutenant appelle l'interprète et lui demande s'il sait ce qui se passe. L'interprète hausse les épaules, il a l'air aussi perdu que nous. Le lieutenant décide que nous devrions aller voir. Je reste dans le camion dans lequel il fait une température abominable. 20 minutes passent et le lieutenant revient avec un regard bizarre sur son visage et nous déclare: on se tire. Plus tard ce jour-là, j'ai demandé à un autre gars ce qui lui est arrivé. Il me répond qu'ils ont pu suivre ces silhouettes sur 50 mètres et puis pouf, elles avaient disparu. Elles étaient là, et d'un coup, elles n'étaient plus là. Témoignage 2, attaque invisible. Dans un autre témoignage, un marine qui a servi en Afghanistan et au Yémen de 2009 à 2013 raconte une expérience étrange. Un soir, à 1h du matin, le témoin vient de finir d'installer une base de patrouille avec 4 membres de son escouade pendant que les 17 autres dorment. En face de la base de patrouille se trouve un immense champ ouvert et à gauche, un cimetière afghan. Alors que le témoin regarde le champ pendant son service de garde, il prétend qu'un caillou s'est précipité dans les airs pour atterrir à ses pieds. Il regarde dans l'obscurité au-dessus du champ qui est grand ouvert, sans angle mort ni cachette, mais il ne voit personne. Aucun mouvement, aucun bruit. Alors qu'il balaye l'endroit du regard, une autre pierre aurait été lancée dans sa direction depuis le champ. Le témoin utilise alors de l'équipement de vision nocturne, mais ne voit personne et l'infrarouge ne montre aucune signature thermique non plus. La nuit est calme et ce champ est totalement vide. Une autre pierre lui est jetée dessus alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. Le témoin déclare: j'avais peur, et évidemment, c'est arrivé juste après la mort de mon chef d'équipe. Alors j'avais la trouille et il n'y avait rien pour expliquer ce qui m'avait jeté des pierres dessus, parce que personne n'était là. Un autre soldat opère avec une escouade des forces spéciales dans les montagnes afghanes avec pour mission de mettre en place une hide to survey, c'est-à-dire qu'ils doivent se cacher et mener une enquête dans un village à plusieurs kilomètres qui abriterait, selon eux, un taliban que l'armée traque depuis des années. L'objectif principal de l'escouade est d'observer le village pendant quelques jours à la recherche de toute activité ou personne suspecte, ainsi que de recueillir toute information utile qui pourrait être utilisée plus tard dans un raid. À cette fin, ils ont mis sur pied une équipe de 6 hommes à la base et 2 autres dont le travail était de se rapprocher pour observer d'un point de vue différent. Les choses se passent bien au début, mais le deuxième jour, l'équipe commence à avoir du mal à maintenir le contact radio avec l'équipe d'observation et le TOC, c'est-à-dire en français le Centre des opérations tactiques. Ils constatent que les transmissions sont perturbées par des parasites et parfois ne passent pas du tout. Le témoin et certains des hommes sortent pour repositionner le SATCOM afin d'obtenir un meilleur signal. Ils font ça vers le crépuscule, et là, l'un des soldats aperçoit un homme vêtu d'une robe blanche qui semble flotter et courir à travers les rochers à l'extérieur du village. L'information est remontée, les hommes sont en alerte. Le témoin qui reçoit le signalement déclare: il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont il l'a décrit, mais nous étions surtout plus inquiets d'être compromis. Inutile de dire que nous avons plié bagages et nous sommes préparés à partir. On ne voulait pas se faire assaillir et être complètement piégés à cet endroit, alors on a préféré fuir avant un éventuel assaut. À ce stade, il était tard, le soir, et on allait vite. Tout le monde était en état d'alerte, nous étions dans une région éloignée, sans accès facile à tout type de force de réaction rapide, et nous n'avions pas de communication fiable. L'équipe poursuit sa retraite vers son avant-poste. Le témoin couvre l'arrière en marchant à reculons afin de s'assurer qu'ils ne sont pas suivis et ne laisse pas de traces claires. Son arme tournée vers l'obscurité, il aperçoit une silhouette blanche, très fugace, se déplacer au loin. Mais impossible de dire ce que c'est, ni si la chose les suit. Curieusement, il rapportera plus tard qu'à l'époque, il avait commencé à sentir l'odeur du pain fraîchement cuit qui imprègne l'air et un soudain début d'un sentiment de paix et de détente, qu'il sentait émaner de la direction d'où ils étaient venus. Cette sensation était si profonde qu'il a ralenti, et des pensées ont traversé sa tête, comme celle de courir vers cet endroit confortable. Il se sentait attiré par l'endroit qu'il venait de fuir.
Bref, retour au sein du groupe, le témoin il balaie ses pensées et il rapporte aux autres hommes ce qu'il venait de voir. Il pense qu'ils sont peut-être traqués, à quoi un officier lui répond qu'il a vu quelque chose de blanc bouger lui aussi. Le témoin déclare: J'ai demandé à mes gars de garder les yeux ouverts au moindre signe, parce que je pensais avoir vu quelqu'un nous suivre. Notre éclaireur chevronné nous a d'ailleurs dit « C'est étrange, il m'a semblé avoir vu quelqu'un en blanc sur la crête devant nous. » À ce stade, pour les hommes, tout semble étrange. Avec la nuit qui progresse, un sentiment d'urgence, de panique et d'effroi s'installe et les hommes reprennent le rythme. Même s'ils sont fatigués de transporter leurs sacs lourds sur ce terrain difficile, il faut avancer. Et comme l'obscurité se fond lentement sur eux, ils s'équipent de leurs nods, ce sont des lunettes de vision nocturne, et voient désormais le monde en une brume verte. La nuit est incroyablement silencieuse, encore plus que d'habitude, et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment très étranges. Le témoin déclare: Les hallucinations arrivent, mais ce qui s'est passé était incompréhensible. D'abord, nous avons entendu un bruit comme celui d'un avion énorme qui décolle. Un bourdonnement faible et fort qui augmentait lentement en hauteur. On a dû crier pour s'entendre. Partout où je regardais, je voyais ce qui semblait être des yeux brillants me regarder à leur tour, mais une fois que je me concentrais sur l'endroit où je les voyais, ils disparaissaient. On a cédé à la panique, tout le monde était cramponné à son arme, nous nous attendions vraiment à une sorte d'embuscade, et nous avons commencé à parler du point de rendez-vous où nous devions nous retrouver si nous avions besoin de commencer un pin on move, en gros si on devait fuir précipitamment. Puis tout s'est arrêté. Tout est devenu sombre. La seule chose que je pouvais entendre était ma respiration et le sang qui me pompait la tête. Nous nous sommes arrêtés, nous avons creusé dans le flanc de la montagne pour nous abriter et nous avons exécuté un SLLS, c'est-à-dire s'arrêter, regarder, écouter, sentir pendant environ 10 minutes. Rien, pas même des insectes. C'est comme si tout était devenu silencieux. Déconcertés, effrayés et épuisés, les hommes reprennent rapidement leur marche à travers le désert jusqu'à leur camp, très conscients que quelque chose d'effrayant était quelque part dans le noir. Le témoin remarque alors, sur une colline parallèle, un homme vêtu d'une tunique de couleur claire, qui marche lentement vers leur position. Bizarrement, l'homme semble traverser tous les obstacles qu'il rencontre, alors qu'il se rapproche lentement mais inexorablement. Franchement, ça n'a aucun sens, mais le témoin décrit le reste de cette rencontre surréaliste. Il avait l'air de fondre par-dessus et autour des rochers. C'était absurde. Ses yeux brillaient à travers les lunettes de vision nocturne. Je l'ai observé et j'ai vu qu'il me regardait directement. Il faisait entièrement noir. Il n'y avait aucune chance qu'il nous ait vus de si loin sans équipement. Soudain, il s'arrêta. Il leva un de ses bras en l'air, presque comme s'il me saluait, puis le bras a refondu sous sa forme, comme si ça n'était pas du tout un bras, mais plutôt une sorte de trompe extensible qui devait ressembler à un bras vu de loin. J'étais sur le point de demander à un collègue s'il pouvait le voir, quand il a soudainement disparu. Le témoin remarque aussi des lumières scintiller au loin près de la ville, qu'il présume être l'ennemi se rapprochant de la zone d'où provenaient tous les bruits. L'équipe progresse et parvient enfin à son lieu de récupération. Ils racontent ensuite leurs étranges expériences et on leur dit que tout cela était probablement dû à la fatigue, la panique et l'adrénaline. Toute cette aventure fut plus ou moins oubliée jusqu'à quelques jours plus tard, lorsque l'histoire prit une tournure vraiment effrayante. Le témoin raconte: Comme nous l'avons expliqué, la raison pour laquelle nous devions faire cette observation était que nous pouvions ramener des renseignements pour un raid qui devait être mené. Apparemment, l'équipe qui s'est rendue au village l'a trouvé complètement abandonné. Ils ont aussi découvert plusieurs hommes dans la zone où j'avais aperçu les lumières cette nuit-là. Ces hommes étaient morts, déchiquetés en morceaux, et à en juger par la quantité de sang, le consensus général était qu'il y avait eu beaucoup plus d'hommes tués là-bas que les corps retrouvés. Dans les registres officiels, c'était un raid réussi avec plusieurs KIA ennemis, c'est-à-dire Killed in Action, des morts au combat. Mais officieusement, personne ne sait ce qui les a tués. Tout ce que je sais, c'est que cette chose, cette présence, cette nuit-là, a choisi ces hommes, et pas nous. Témoignage 3, la base hantée. Ce nouveau témoignage nous vient de Jerry Aberdeen lorsqu'il était en poste à Mossoul, dans la province de Ninive, en 2004. Voici son récit.
Je faisais partie du 2e bataillon 3e infanterie des Striker Brigade Combat Team à la BOA, c'est un diminutif pour base opérationnelle avancée Patriot. J'étais donc à Patriot et un appel radio nous prévient que la BOA Diamondback, qui est l'aérodrome, est attaquée. Tout le monde sur chaque BOA, que ce soit Courage, Beaconstaff, Patriot ou Marez, saute dans un véhicule et se dirige vers l'aérodrome pour contrer l'attaque. Je me trouve alors dans un véhicule avec d'autres gars de l'infanterie, un ingénieur et un gars des Psyops. En arrivant à l'aérodrome, on voit des mecs qui essaient de grimper par-dessus le mur. L'artilleur ouvre le feu sur les ennemis et le reste d'entre nous prend position dans un fossé de l'autre côté de la route pour ouvrir le feu également. Nous sommes 3 côte à côte, l'ingénieur, le mec de la Psyop et moi-même. On tire et un ennemi tombe du haut du mur. Difficile de dire qui lui a réellement tiré dessus. Une fois tombé au sol, un flux de fumée noire sort de la victime. L'ingénieur pense qu'il devait porter un gilet explosif qui a mal fonctionné. Mais la fumée noire s'agrandit et commence à prendre une forme humaine. Nous voyons alors, tous les 3, des événements inexplicables qui se déroulent devant nous. La fumée noire, désormais pleinement matérialisée, se tient debout et a des yeux rouges formés par la fumée ainsi qu'une bouche. Elle nous sourit, se tourne vers nous, commence à courir mais se dissipe après avoir fait quelques pas. On se regarde les uns les autres, les yeux écarquillés pendant 1 seconde ou 2. Après ça, on n'en a parlé qu'une fois et plus jamais ensuite. Mais en posant quelques questions, j'apprends que des expériences mystérieuses ne sont pas rares au sein des bataillons. Des bruits sans source discernable, des objets se déplaçant seuls, des lumières étranges, des cris, parfois des cris comme inhumains, des bruits de pas entendus ou des bruits de gravier même quand il n'y a personne, ou encore l'apparition soudaine d'une peur incontrôlable. On raconte que l'équipement électrique fonctionne souvent mal ici et que les batteries neuves ont pour habitude de tomber en panne en quelques minutes. À certaines occasions, des tirs de mitrailleuses ou même des bruits de roquettes peuvent être entendus, mais rien n'est jamais touché et aucune des armes n'est jamais tirée. Il y a aussi des cas de mouvement vus sur le périmètre pour au final ne révéler aucun intrus sur l'équipement technique ou bien aucune empreinte de pas. Le sergent Josh Brown, 22 ans, déclare que tout cet endroit, Observation Point, eh bien les gens du coin le décrivent comme un endroit maudit, où des lumières étranges sont souvent aperçues la nuit. Un autre homme, le caporal-chef Austin Hoyt, 20 ans, déclare que cet endroit craint et que les Afghans disent qu'il est hanté. Enfin, les soldats britanniques qui avaient occupé la base avant eux auraient également connu des phénomènes étranges et auraient même averti les troupes américaines de ce à quoi ils devraient s'attendre lorsqu'ils sont arrivés. Ils prétendaient que des lumières étaient effectivement aperçues dans la nuit, que des ombres se déplaçaient dans le désert pour n'être que brièvement aperçues par les caméras infrarouges avant de disparaître, qu'il y avait des espèces de lumières dansantes qui pouvaient être observées à travers des lunettes de vision nocturne, et qu'il y avait souvent des bruits et des voix qui semblaient venir de nulle part, ou encore des cris dans le désert, et que toucher n'importe quel ossement ou relique dans le coin n'apporterait que des malheurs. Parce qu'en effet, beaucoup de croyances autour de tout ça vient également du fait que beaucoup d'ossements sont retrouvés à même la terre dans le périmètre. On s'imagine facilement les légendes urbaines et tout le bouche à oreille qui peut vraiment conditionner les soldats qui sont déjà dans un contexte de guerre donc très oppressant, et les témoignages surnaturels autour de cette base prétendument hantée sont nombreux. Mais l'un d'eux se révèle particulièrement effrayant. Le caporal Jacob Lima raconte un témoignage troublant concernant Observation Point. Une nuit, il est surpris par un cri glaçant venant d'un des hommes. Quand Lima se rue pour voir la raison de ce cri, il découvre le caporal Zolik recroquevillé de peur à son poste de garde. Zolik affirme qu'il était assis là lorsqu'il a senti un souffle sur son oreille et entendu une voix claire lui chuchoter quelque chose en russe. Devant lui, l'homme est si terrifié qu'il supplie Lima de rester à ses côtés jusqu'à ce que son service soit terminé. Pendant qu'il monte la garde, Lima entend à plusieurs reprises des pas qui viennent du haut du poste d'observation, juste au-dessus d'eux donc. Le problème, c'est que personne d'autre n'est censé être là, et en allant vérifier, effectivement, il n'y a personne. Plus tard dans la nuit, Lima balaye la zone avec des équipements thermiques et aurait vu ce qui ressemble à un autre soldat, avec des poings serrés, debout dans le désert. Alors qu'il tente de voir s'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi, la silhouette mystérieuse disparaît sous leurs yeux. Après cet incident, Zolik demande désespérément un transfert très loin de cet endroit. Il est intéressant de noter que ces témoignages ressemblent à beaucoup d'autres assez similaires. Ce
Ce sont des témoignages très intéressants car assez sensoriels. Comme je vous l'ai dit au début, même si le contexte change, ce sont des situations qu'on pourrait vivre nous-mêmes et que vous avez peut-être déjà vécues. Bien sûr, pas dans un contexte de guerre. D'autres témoignages plus frontaux existent, mais cela me terrifie parce qu'ils décrivent des situations de doute où les témoins sont tiraillés entre le fait que leur sens aurait pu les tromper, mais qu'en même temps, ils sont convaincus de ce qu'ils ont vu. C'est une dissonance cognitive, et si jamais pour eux ça n'en est pas une, alors c'est une menace inexplicable à laquelle ils ont fait face, et je trouve ça réellement terrifiant. Ici, en plus, ce sont des individus isolés, dans un contexte de guerre, on l'a dit. Ils sont en permanence sur le qui-vive, sujets au stress et parfois à la peur panique. Il y a la fatigue, comme dans le témoignage de la fuite, qui aurait pu laisser place à des hallucinations selon les explications avancées par le témoin. Mais bon, là, vous sentez venir les classiques, hein, à part les explications qu'on a à chaque fois, hallucinations, pareidolie auditive et visuelle, mirage ou autres biais cognitifs que vous connaissez, et qui sont des pistes légitimes dans ces cas de figure, même si évidemment on a du mal à rationaliser. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ce serait aller à des spéculations, et sur des témoignages, c'est pas très constructif. Je n'y suis pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je ne peux pas effectuer des tests pour comprendre. En tout cas, pour quand même essayer d'avoir la vue d'ensemble, je me suis demandé si des études scientifiques avaient été faites autour du paranormal associées à des militaires ou bien des vétérans. Après tout, il y a beaucoup d'histoires vraies qui existent déjà autour de ces sujets, même paranormal, hein, et la fiction dépeint déjà largement le problème du stress post-traumatique, notamment dans le contexte de guerre. Mais la parole se libère beaucoup plus à l'écrit sur ces sujets, peut-être parce que cela est encore très tabou pour un militaire d'avouer qu'il a vécu une expérience paranormale, ou en tout cas qu'il ne s'explique pas, que ce soit par honte ou bien autre chose. Alors que ce serait justement très intéressant et même très important d'écouter et collecter le récit de ces témoins, pour mieux comprendre des situations ou des ressorts psychologiques qui peuvent se jouer dans des situations aussi stressantes et dangereuses. Ne serait-ce que pour ça, et en plus évidemment pour essayer de comprendre un phénomène ou un événement décrit comme inexplicable. Alors je suis tombé sur quelques études, une dans le domaine de la psychopathologie autour du stress post-traumatisme d'enfants soldats, qui accentueraient des phénomènes de possession maléfique dans leur culture. C'est intéressant, mais bon, j'ai rien trouvé en revanche sur l'Afghanistan et le paranormal combiné, Il y a par contre énormément d'études liées au stress post-traumatique des soldats qui ont été déployés là-bas. Mais vraiment, il y a des centaines de pages autour de ça. Ce sont des conditions exceptionnelles qui peuvent faire réagir nos sens de manière exceptionnelle aussi. On a également déjà vu comment une légende urbaine se forme. Lorsqu'un lieu est réputé hanté, on va être plus enclin à interpréter des signes anodins qui vont valider l'idée préconçue qu'on s'en est faite. Vous l'avez déjà vu, j'imagine, plusieurs fois sur ma chaîne, et c'est ça qui est pervers avec ces biais cognitifs. Ça veut pas dire qu'on est moins intelligent ou que sais-je, c'est justement parce que ça peut arriver à tout le monde qu'une légende urbaine est très efficace. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie vers les travaux de Jean-Bruno Renard autour de la formation des rumeurs et des légendes urbaines de manière générale. Enfin, lorsqu'on jette un bref coup d'œil aux croyances en Afghanistan, il y a évidemment celle du mauvais œil ou de la sorcellerie, comme partout ailleurs, mais on remarque que la croyance au djinn est répandue à 70%, et environ 1 personne sur 10 en Afghanistan déclare avoir déjà vu un djinn. C'est corrélé au fait que la majorité du pays est musulmane, la croyance est culturelle, mais c'est également intéressant de noter que ces expériences vécues en Afghanistan seraient, pour un Afghan du coup, l'œuvre d'un djinn. Les témoins militaires, eux, ne s'expliquent toujours pas ce qu'ils ont vécu. Comme je l'ai dit, on ne peut de toute façon pas expliquer avec certitude ce qu'ils ont vécu sans être sur place et pouvoir effectuer une batterie de tests pour éliminer les possibilités. Ces explorations, ces pistes d'explication, je vous les donne aussi parce que ça peut tenir du divertissement pour nous qui écoutons, mais c'est surtout un souvenir profondément marquant pour le témoin et émotionnellement perturbant. Chacun met le point final qu'il souhaite, mais je trouve ça important d'en parler et d'essayer de comprendre ce phénomène pour l'accepter, pour vivre avec. Si vous avez vécu des expériences similaires, particulièrement si vous êtes vous-même militaire ou bien si vous l'avez été, n'hésitez pas à témoigner, même sous pseudo, en commentaire de cette vidéo, ou bien, si vous le préférez, à mon adresse email. Immense merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et immense merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne ces dernières semaines. Vraiment, vous contribuez directement à soutenir le rythme de production que j'essaye de maintenir le plus régulièrement possible. Vous me permettez de travailler tous les jours à ça, et plus vous serez nombreux à pouvoir soutenir financièrement la chaîne, plus je pourrai maintenir cette cadence, mais également varier les plaisirs, varier les sujets. On attaque donc ce mois de septembre. Le reste de l'année nous réserve encore de belles surprises. Au revoir tout le monde et bon week-end.